L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. Sissi Raphaël Ava, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kieboro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, Parti civil, M. Ouri Baïloba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, M. Tibou Kamara, quand vous ressentez la fatigue, vous pouvez toujours le dire au tribunal. D'accord, Monsieur le Président. Voilà. Il y avait certains conseils de la défense hier qui demandaient la parole pour les questions. Quelques éclaircissements par rapport à ce qu'il sait des événements du 28 septembre. Monsieur Kamara, vous avez été au moins un long moment au camp Alpha Yaya. Un long moment. N'est-ce pas? Je n'ai pas bien compris la question. Si vous avez passé au moins un temps aussi important au camp Alpha Yaya, en compagnie de la junte. Oui. Assez de temps. Je n'ai pas l'unité de mesure du temps. D'accord. Est-ce que vous pouvez confirmer que le président de la République d'alors n'avait aucune connaissance de ce qui se préparait pour la marche? J'ai dit ce que j'en savais hier. Je peux encore, pour une question de pédagogie, le réitérer. Au moment où j'en parlais avec lui, l'impression que j'ai eue, soit il n'était pas au courant, ou il n'en voyait pas le bien fondé et l'opportunité. Monsieur Kamara, le président de la République est censé être informé de ce qui s'est préparé. Il a répondu, ne commentez pas sa réponse s'il vous plaît. Une autre question. L'intervention des religieux, c'est parti de qui? Je ne sais pas. Les religieux sont intervenus entre les leaders politiques et la junte. Oui. Dans le cadre d'une médiation. D'une médiation. Volontaire qu'ils ont entreprise. Oui. Ça, c'est avant les événements ou après les événements? Je crois que c'est avant les événements, puisque dans la matinée du 28 septembre, oui, avant
le déroulement à proprement parler des événements, Oui. il y a eu une rencontre préalable au domicile de feu Jean-Marie Doré entre les leaders, certains d'entre eux en tout cas, et les chefs religieux. Oui. Maintenant, cela s'est soldé par quoi? L'intervention des religieux. Ça a été un échec ou une réussite? Je n'étais pas présent à la rencontre, je n'en connais pas les résultats. J'en ai terminé, ce président. Monsieur le ministre Dibou, bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer par une question très banale, avant de vous présenter le plan sur lequel on va travailler. Quand je vous dis que le président Dadis est un homme bien, un être humain infiniment bon dans l'âme, une personne qui ne peut faire du mal à une mouche, que me diriez-vous? Que répondriez-vous en tant qu'humain? Je pense que depuis hier, je n'ai de cesse de répéter que je ne voudrais pas entrer dans les jugements de valeur et vouloir m'en tenir strictement aux faits. Parfait. Très d'accord avec vous. Et pour moi, c'est de cet homme dont j'ai parlé là, que nous allons parler ce matin. On va d'abord parler de votre voyage à l'Abbé. On va aller avec votre plan. Du fameux appel qui était un trophée pour le parquet. Et du 28 septembre quand il vous a appelé. Sur le voyage de l'abbé, est-ce que vous confirmez qu'à votre demande, le président Dadis vous a expliqué les raisons de ce voyage? Absolument. Parfait. Je crois avec la permission du tribunal et vraiment son indulgence, l'indulgence du président, je voudrais que vous reveniez sur ces raisons-là, même de manière succincte. La première raison, c'était qu'il était invité par les notables de l'Abbé et il accordait beaucoup de prix à cette invitation parce qu'elle était l'émanation d'autorité à ses yeux qui incarne des valeurs morales et représente un poids social considérable à notre sein. La deuxième raison, c'est parce qu'il ne voulait pas donner le sentiment qu'une partie du territoire lui était inaccessible, interdite, et qu'une autre partie lui était autorisée. La troisième raison, c'est qu'il voulait apparaître comme le président de tous les Guinéens au-dessus de la mêlée et qui ne tient pas compte des convictions militantes et politiques des uns et des autres. Parce que, en sa qualité de chef de l'État, dans le statut qui était le sien, il avait l'obligation morale et le devoir républicain de traiter tous les Guinéens sur un pied d'égalité. Merci pour cette pédagogie. Alors, en tant que témoin oculaire de la vie de la présidence à l'époque des faits, en tant que collaborateur de plusieurs chefs d'État, nous le savons, c'est de notoriété publique d'ailleurs, et en tant qu'homme d'État vous-même, que vous inspirent ces raisons-là? Ce sont des raisons d'ordre républicain et qui entrent parfaitement dans les obligations des chefs de l'État. Je crois d'ailleurs que le serment que les chefs d'État prêtent, essentiellement, c'est d'être le président de tous et pour tous.
Parfait. Est-ce que dans ces conditions, vous pensez que ces raisons suffisaient pour qu'il se rende là? Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres, le vôtre est libre. Je suis heureux de vous entendre et merci pour cela. Alors, vous qui étiez, il est vrai, ministre de la Communication, vous avez d'ailleurs parlé du pan de l'autre bloc de communication qui constitue naturellement les conseils que vous pouvez être amené à donner. Est-ce que s'il fallait lui conseiller, vous lui aurez conseillé ces mêmes raisons? Est-ce que vous étiez d'accord avec lui, tenant compte des raisons qu'il avait invoquées, de partir effectivement à la baie? Tout ce qui a un caractère républicain et contribue à l'unité nationale d'un pays ne peut être que soutenu et encouragé par tous les patriotes et les républicains. C'est pour ça que vous avez encouragé cela, et même maintenant, là, s'il fallait reprendre juste cet instant-là de votre vie de ministre chargé de la communication en même temps conseiller, vous aurez encouragé cela parce que c'est républicain. Tout ce qui est du bon côté de l'histoire renforce le pacte républicain. Je suis un partisan de cela. Merci. Pour vous, est-ce que cela était du bon côté de l'histoire? Absolument. Merci. Merci bien. Alors, on va avancer. Monsieur Thibou, dites-moi, est-ce que vous confirmez, toujours à la baie, qu'il n'y a jamais eu d'incident à l'aller, qu'il n'y a pas eu d'incident au retour, c'est-à-dire que le voyage s'est bien passé? Oui. Je reviens encore vers vous, puisque vous êtes ancien collaborateur de beaucoup de chefs d'État. Est-ce que vous trouvez que c'est normal pour la sécurité d'un chef d'État qui doit se déplacer quelque part? Est-ce que c'est normal que des personnes, je ne sais pas l'expression militaire, mais je vais utiliser le terme éclaireur, et j'espère être entendu. Est-ce que c'est important que des personnes, pour sa sécurité, vérifient tout avant qu'ils ne partent? Pour avoir séjourné quelquefois dans l'État, Oui. il y a évidemment un protocole de sécurité qui prévoit qu'en cas de déplacement du chef de l'État, qu'il soit précédé par une délégation pour s'assurer des conditions de son accueil. Alors, conformément à ce protocole dont vous parlez, est-ce qu'il était normal pour des personnes d'aller, par exemple, à l'abbé, de s'enquérir de tous les détails et de comprendre qu'effectivement le président viendra en sécurité, passera son temps à l'abbé en sécurité et retournera à Conakry en sécurité? C'est dans les usages et les règles de la République. Est-ce que ces usages-là permettent, par exemple, au Ming, le Ming, et je ne sais pas, ça doit être un avion, hein? Est-ce que dans ces usages, on peut bien faire passer des Ming? Les mesures et les dispositions liées au déplacement et à la sécurité d'un chef de l'État Oui. relèvent des services compétents à la matière qui, en toute souveraineté, décident de ce qu'il y a lieu de faire. Et selon vous, en toute souveraineté, est-ce qu'il y avait un mal à ce que des Ming partent là pour simplement se rassurer que tout ira bien? Est-ce qu'il y avait un mal à cela dans l'ordre républicain des choses? Je dirais d'une manière générale qu'il n'y a rien de trop et d'excessif lorsqu'il s'agit d'assurer l'intégrité de l'État et la sécurité du chef de l'État. Ah, je suis tellement heureux de vous entendre le dire, vos collaborateurs des chefs d'État. Il n'y a rien d'excessif et de trop quand il s'agit d'assurer la sécurité d'un chef d'État. C'est bien cela? Absolument. Alors,
Toujours on va rester à la baie. Vous confirmez qu'à la station, vous n'étiez pas avec le président et que vous ne pouviez donc pas dire que c'est lui qui a utilisé la pompe pour remplir le réservoir de son véhicule, ou bien c'est quelqu'un d'autre? Moi, j'étais avec le général Sekouba Konati, comme je l'ai indiqué hier, donc je n'ai pas suivi ce qu'il y a eu comme événement autour du capitaine Moussa Dadis. À ce propos, et uniquement à ce propos, on peut donc conclure que le ministre Thibou Camara ne sait rien de cette situation. Non. Parfait. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Vous dites que vous étiez avec le général Sekouba à bord du même véhicule. Non, on n'était pas dans un véhicule. On attendait tous à la station. D'accord. Le président Dadis était à bord de quel véhicule? C'était, si mes souvenirs sont bons, dans l'un des véhicules offerts par le guide libyen, Feu Muammar Kadhafi. Est-ce qu'il était à bord du même véhicule que le président Dadis? Je n'ai pas fait cette remarque parce que je n'ai pas voyagé avec eux. Alors, ça veut dire que vous n'en savez rien. Vous ne saviez pas qu'ils étaient ensemble ou ils n'étaient pas ensemble? Non, je n'ai pas fait le voyage avec eux. Donc, je ne sais pas dans quelles conditions ils ont pu voyager. D'accord. Une dernière question, naturellement par rapport au voyage de l'abbé. Vous qui êtes homme d'État, est-ce que vous pensez que c'était important pour lui de faire ce voyage? Pour les raisons qu'il a évoquées et invoquées, je pense que c'était un voyage opportun. C'est parfait, merci. On va donc revenir au fameux appel, ce que le parquet considérait comme un trophée. Il n'en est pas un malheureusement. Alors, c'est important qu'on vous en parle parce que vous êtes un témoin oculaire. Vous étiez là. Est-ce que vous confirmez que c'est à l'initiative du président Dadis que M. Sidya Touré a été appelé à l'aide de votre téléphone? Oui. Est-ce que vous confirmez qu'il y a eu, dans les discussions, 2 appels ayant permis aux 2 hommes de discuter? Oui. Est-ce que vous confirmez qu'après, il y a eu d'autres appels qui n'ont pas été répondus? Oui. Est-ce que vous confirmez après qu'il y a eu d'autres appels, mais que le téléphone était éteint? Oui. Est-ce que vous confirmez aussi qu'indépendamment de M. Sidya Touré, et donc en dehors de lui, toujours avec votre téléphone, le président a cherché à joindre les autres leaders politiques, le président Dadis? Oui. Est-ce que vous confirmez que là encore, les téléphones étaient éteints ou alors ne sont pas passés? Ce n'est pas passé. Monsieur le ministre, avant du contenu de cet appel, vous qui avez, je le dirai jusqu'à la fin, hein, vous qui avez fréquenté beaucoup de chefs d'État, si on devrait vous parler de bonne foi ou de mauvaise foi, est-ce que le président Dadis, à ce moment-là, en prenant l'initiative d'appeler, était de bonne foi? Bien sûr. D'accord. Est-ce que le fait pour les leaders politiques
ou de ne pas répondre, ou d'éteindre le téléphone. On n'est pas opérateur économique pour le savoir. Hein? Est-ce que vous pensez que cela peut être constitutif de mauvaise foi? Je préfère ne pas donner de réponse à cette question. Il n'y a aucun souci, on va avancer. Alors, vous savez, hier vous avez parlé des plaidoyers que le président a fait au leader politique, M. Sidya Touré. Vous le confirmez aujourd'hui? Oui. Vous avez également parlé hier de requêtes que le président Dadis a eu à faire à l'endroit de M. Sidya Touré. Est-ce que vous confirmez ça aussi? Oui, maître. Vous avez hier également parlé de civilité. Et là, je pèse mes mots. De civilité. Est-ce que vous confirmez que ces civilités ont été faites par le président Dadis, chef de l'État à l'époque des faits, à l'endroit de M. Sidya Touré? Oui. Dites-moi, vous qui étiez là, indépendamment de votre statut d'homme d'État, de collaborateur de chef d'État, et même de témoin, en tant qu'observateur absolu, et moi je sais que vous saviez vous faire des opinions, en tant qu'observateur absolu, qu'est-ce que cela peut vous inspirer, un chef d'État qui, en s'adressant à des leaders politiques, agit ainsi? Je pense que c'est une preuve d'humilité et aussi une volonté louable d'aller à la paix avec des acteurs majeurs de la vie publique de notre pays. Et donc, c'était des actes d'humilité qui ont été posés. C'est bien cela? Absolument. Pas des paroles. Je pense que celui qui recherche la paix a toujours de la force plutôt que celui qui est porté à la confrontation. Est-ce que vous pouvez témoigner, puisque vous êtes témoin, ou dire devant ce tribunal-là qu'à ce moment-là, le président Dadis cherchait la paix, la quiétude sociale, le bien pour notre pays? La paix à travers un accord. Parfait. Parfait. Alors, je reviens sur deux éléments. Le contenu de l'appel. Vous avez hier parlé de date et vous avez hier parlé de lieu. Mais avant ça, est-ce que vous confirmez que le président Dadis, sur le principe, n'était pas opposé à la manifestation ou au rassemblement? Non, il n'était pas opposé à la manifestation, mais il voulait convenir des conditions et modalités de la manifestation pour garantir le souci qu'il avait que le 28 septembre, à ses yeux, qui avait un caractère national et sacré, ne soit pas entamé par un mouvement de rue ou de protestation. Vous savez, ce que vous dites est très intéressant. Parce que même si il y a des éléments patents, on va les donner tout à l'heure, qui indiquent qu'il n'était pas opposé, d'aucuns continuent de penser à tort qu'il était opposé. Est-ce que vous savez que ce que vous dites, vos propos sont confirmés par Feu Jean-Marie Doré? Je vais vous lire. D'abord son PV, je le laisse pour gagner du temps. Mais dans le document, le rapport de la commission d'enquête, à la page 10, voici ce que
Le président voici ce que, c'est bien la page 10, oui, ce que Jean-Marie Doré dit. Alors je vais revenir là-dessus, je ne vois pas exactement la page, mais je reviens là-dessus. Mais il a ouvertement dit qu'il a pu convaincre le président Dadis et qu'il était d'accord pour le rassemblement. S'il le dit, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il ne vient pas tout simplement confirmer ce que vous venez de dire en indiquant qu'il n'était pas opposé à la manifestation? Je pense que sur le principe que la manifestation se tienne, il n'y a pas de divergence. Oui. La discussion a porté sur la date de l'organisation de la manifestation et le lieu où elle devrait se tenir. C'est parfait. Alors sur le lieu, est-ce que vous avez écouté le leader politique Dr Ben Youssouf quand il était à la barre ici? Il avait clairement confirmé le choix du président Dadis de tenir la manifestation au stade Nongo. Lui, c'est un leader politique, il le dit. Est-ce qu'il ne vient pas également confirmer ce que vous êtes en train de dire? Je suppose. Vous ne saviez pas pourquoi j'insiste là-dessus? Je vais vous dire la raison. En fait, en tant que témoin, vous avez 3 obligations. L'obligation de comparaître. Vous avez déjà comparu. L'obligation de déposer. Vous êtes en train de déposer. Mais l'obligation d'être sincère. C'est pour cela que vous avez prêté serment. Et vous êtes témoin acquis au débat. Alors, ce que vous dites est vrai parce que c'est confirmé par les leaders politiques eux-mêmes. On va avancer. Sur le lieu, vous avez également parlé du stade, des raisons pour lesquelles le président ne voulait pas que ça se tienne au stade du 28 septembre. Vous avez dit que le stade devrait être fermé. Alors je vais vous lire deux positions qui confirment ce que vous avez dit. D'abord, la déposition de M. Ibrahima Sori Keïta, directeur du stade du 28 septembre, à l'époque des faits. Son procès verbal, Monsieur le Président. Voici ce qu'il dit à la page 2. Je prends juste la phrase pour ne pas prendre du temps. Je précise que nous préparions un match qui devrait se jouer dans le même stade entre la Guinée et le Burkina Faso. Est-ce que ça ne vient pas confirmer ce que vous avez dit hier sur les raisons pour lesquelles il ne voulait pas que ça se tienne au stade du 28 septembre? Si. Alors ces propos sont encore confortés par celui qui était lui-même le ministre des Sports à l'époque des faits et de la jeunesse, M. Fodeba Keïta. C'est le procès verbal de témoins du 14 de l'an 2014, le 16 septembre à 10 h. Voici ce qu'il dit à la page 2. Je lis le paragraphe. Le 28 septembre, cette marche de l'opposition était envisagée. Et jusqu'à cette date, j'avoue que je n'avais reçu aucune demande relative à l'organisation d'une quelconque manifestation au stade du 28 septembre. Alors que depuis 3 mois, ce stade était fermé pour les préparatifs du match qui devrait opposer
la Guinée au Burkina Faso. Match retour qui était prévu pour le 1er octobre 2009 dans le cadre des éliminatoires combinés de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique. Ça, il s'agit du ministre des Sports. S'il le dit, est-ce qu'il ne confirme pas ce que vous avez dit hier? Si. Est-ce que cela ne signifie pas que vous continuiez à rester en harmonie avec vos engagements pris quand vous avez prêté serment, en exécutant fidèlement votre obligation de sincérité? Est-ce que c'est bien cela? C'est une question? Oui, ou un commentaire? bien sûr, monsieur le ministre. C'est une question? Oui, monsieur le ministre, c'est une question. Je crois que depuis le début, Oui. j'ai dit que à cette barre, je ne suis lié que par mon serment et mon engagement à dire la vérité sur ce que je sais. Merci. Alors, on est d'accord. Qu'en ce qui concerne le fameux appel, tout ce que vous avez dit est vérité. On va donc passer au troisième pan de votre intervention. Je pense que ça doit être le 28 septembre 2009. Est-ce que vous confirmez que le président vous a effectivement appelé? Oui. Est-ce que vous confirmez qu'il avait l'habitude de vous appeler? Oui. En tant que collaborateur et conseiller, est-ce que vous pensez que c'était normal pour le président de compter sur ses conseillers ou de les appeler en pareille situation? Oui. Alors, monsieur le ministre, vous avez dit que vous avez trouvé le président et il n'était pas un accoutrement de travail. C'est bien cela? Dans la nuit du 27. Oui. Est-ce que vous savez que le président Dadis a dit ici que très fatigué, il était entré se coucher? Est-ce que le fait qu'il ne soit pas en habit de travail ne vient pas conforter? Cela n'est pas conforté par vos propos plutôt. Il a dit ce jour-là, il n'a pas travaillé. Il était fatigué, il est allé donc se coucher. Vous l'avez retrouvé dans un accoutrement qui n'était pas celui qu'il portait habituellement pour travailler. Selon vous, et au vu de cela, vous qui étiez là comme aussi témoin oculaire, est-ce que vous l'avez trouvé en train de travailler? Non. Vous ne l'avez pas trouvé en train de travailler. Merci. Alors, monsieur le ministre, vous étiez là quand le président allait à Donka pour au chevet des personnes blessées? Je crois que je devrais être avec lui, mais je n'en suis pas certain. D'accord. Mais au moins vous êtes certain qu'il était allé au chevet Oui. des blessés? Oui, ça tout le monde l'a vu. Est-ce que cela est un comportement républicain en tant que chef d'État? Est-ce que c'était normal qu'il le fasse? Je dirais plutôt que de la part d'un chef de l'État, c'est noble et hautement humaniste d'aller à la rencontre de ses compatriotes dans la détresse. C'est noble, c'est hautement humaniste d'aller
envers des compatriotes en détresse. C'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'en le faisant, il n'a pas cherché à les consoler? C'est la finalité. Parfait. À ce moment-là, il était allé avec un autre chef d'État. C'est bien cela? Je ne me souviens plus. Le président Blaise Compaoré. Je ne me souviens pas, mais si vous le dites, ça doit être certainement vrai. D'accord. Est-ce que vous saviez au moins qu'il était allé avec les médias, les journalistes? Oui. Vous savez, vous êtes journaliste. Mais je suis très content de vous poser cette question. Pour des événements de telle nature, lorsque le chef d'État invite des journalistes à aller là, pour vous, est-ce que c'est de la transparence qu'il cherche ou il cherche à cacher des choses? Partout où les journalistes sont, avec ou sans le consentement de celui qui invite, c'est une voie ouverte à l'information publique, donc à la transparence. Quand on veut cacher, dissimuler des choses, a-t-on besoin d'appeler des médias? Je sais que vous avez déjà répondu. Alors, est-ce que vous avez écouté ici M. Amadou Diallo, le journaliste qui à l'époque des faits était le représentant ou le correspondant de la BBC en Guinée? J'ai suivi quelques extraits de sa déposition. Est-ce que vous avez suivi nos discussions sur les rapports que le président Dadis entretenait avec des journalistes? Je n'ai pas besoin de suivre cette intervention pour savoir que le capitaine Dadis, puisque c'était un peu dans mon domaine de compétence, avait une grande faiblesse pour les journalistes en général. Quand vous dites une grande faiblesse pour les journalistes en général, qu'est-ce que vous voulez expliquer? Je veux dire qu'il aimait la presse et les journalistes. Il aimait la presse et les journalistes. Merci. Alors, ce que vous dites a été déjà dit ici par M. Amadou Diallo. Alors, Monsieur le ministre, puisque vous étiez encore là avant de démissionner, au moins, vous avez été au courant de ce que le président avait pris des décisions pour la mise en place d'une commission d'enquête au niveau national et pour la mise en place d'une commission d'enquête au niveau international? Je l'ai suivi dans les médias, comme tout le monde. Monsieur Camara, on peut comprendre pour la commission nationale. Mais est-ce que si le président savait qu'il se reprochait des choses, est-ce qu'il se serait permis de mettre en place une commission d'enquête internationale qui soit indépendante? Je pense que dans le contexte d'alors, aussi bien les autorités que l'opinion publique nationale et internationale, compte tenu de l'horreur qui s'était produite au stade du 28 septembre, avaient fait d'un point d'honneur de faire la lumière sur ces événements et de situer toutes les responsabilités, indépendamment de la volonté de chacun. C'était une exigence morale de tous. Très bien. Très bien. Alors, est-ce qu'à ce moment précis, lui, il avait la volonté pour que lumière soit faite sur ses affaires? Au moment où j'y étais, tout le monde voulait que la lumière soit faite parce que chacun se sentait un peu concerné et engagé par les événements qui étaient arrivés et qui étaient d'une extrême gravité. C'était même une question d'honneur pour certains d'entre nous que la lumière soit faite sur ces événements. Tout
Tout le monde, dont le président Dadis. En premier, oui. Merci. En premier, en plus. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez aussi appris qu'il avait mis en place une commission de crise avec à sa tête le Premier ministre à l'époque des faits? Je n'étais pas membre du gouvernement en tant que tel, donc il m'est difficile de témoigner à propos de ce qui a pu se passer au sein du gouvernement qui était en place. D'accord. Mais vous avez quand même appris cela. Comme je vous ai Comme dit, tout le monde, hein? Comme dans les médias, si vous voulez. non, ce qui est sûr, il y avait le souci partagé que la lumière soit faite sur les événements et que les responsabilités soient dûment situées. Et dans ce cadre, évidemment, des initiatives ont pu être entreprises et des mesures également. Très bien. Est-ce que vous étiez aussi, ou est-ce que vous aviez au moins appris qu'il avait mis en place une commission de gestion des corps? Oui, à travers les médias et ensuite, lorsque j'ai suivi la cérémonie qu'il y a eu à la mosquée Faisal. Je sais que vous n'aimez pas parler des personnes, et je partage cela avec vous. Mais je vais quand même vous parler d'une personne de cette commission-là. Peut-être que vous les connaissez. Est-ce que vous avez connu le ministre Koutoubou? Il était dans l'équipe gouvernementale Oui. en tant que secrétaire général Oui. des affaires religieuses, je crois. Est-ce que vous savez que c'était lui, le président de cette commission de gestion de crise? J'ai entendu dire ça, oui. Parfait. Est-ce que vous connaissez, je peux vous dire, est-ce que vous connaissiez d'ailleurs, monsieur professeur Hassan? De nom et de réputation, et je l'ai aperçu parfois. De nom et de réputation. Monsieur Koutoubou, je ne l'ai jamais vu. Oui. Je le voyais dans l'équipe gouvernementale, mais je n'ai pas eu d'affinité particulière avec lui. D'accord. Pensez-vous que, en mettant en place ces différentes commissions, le président Dadis avait la volonté pour que la lumière soit faite? C'était vraiment une exigence et une préoccupation commune à tous que la lumière soit faite sur ces événements. Est-ce que cela veut dire au moins qu'après les événements de 2028, le président Dadis s'est levé et a posé un certain nombre d'actes qu'un chef d'État, un républicain, devrait faire? Comme vous l'avez dit, la responsabilité d'un État, en particulier d'un chef de l'État en pareille circonstance, c'est de faire exactement ce que vous venez de relever. Faire exactement, et c'est ce qu'il a fait. Alors, je peux juste, pour terminer, que bien que cité par le parquet, vous avez déposé en faveur du président Dadis. Je vous remercie.